Bien, je vous propose de rejoindre vos places pour qu'on puisse commencer par notre traditionnelle séance de questions d'actualité au Conseil municipal. En vous indiquant préalablement, nous avons 2 questions d'actualité ce soir, ce qui nous permettra du coup de commencer à l'heure notre séance de Conseil municipal à 18h30. Donc je vais donner la parole à Monsieur Payet, qui a une question sur la prise en charge des enfants qui ont un handicap dans les structures, notamment c'est la question des AESH. Monsieur Payet, je vous en prie, soyez le bienvenu. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Voici ma question. Suite à l'arrêté du Conseil d'État du 20 novembre 2020, qui distingue la prise en charge des enfants en situation de handicap sur les temps scolaires et périscolaires, quelle est l'intention de la mairie de Chambéry sur la possibilité de faire durer l'accompagnement de ces enfants sur les temps périscolaires? Quels moyens sont mis en place par la mairie pour garantir cet accompagnement dans la durée et assurer ainsi le droit fondamental à l'éducation pour tous? Monsieur Payet, c'est Lydie Mathéo, adjointe au maire, qui va vous répondre dans le cadre de ses responsabilités en matière d'éducation. Bonsoir, donc Lydie Mathéo, adjointe à la petite enfance, l'enfance et l'éducation. Je vous remercie pour votre question, Monsieur Payet. Vous nous interrogez sur l'accès aux services périscolaires des enfants porteurs de handicap. La loi numéro de 2013 595 du 8 juillet 2013 d'orientation de programmation pour la refondation de l'école de la République a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité nationale. Vous le savez certainement. Pour favoriser cette scolarisation, les enfants porteurs de handicap ayant une notification de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie, d'accompagnement humain, étaient accompagnés sur le temps de restauration scolaire par des AESH recrutés par les services de l'éducation nationale. L'arrêt du Conseil d'État numéro 42-22-48 impose effectivement aux collectivités la prise en charge du financement des accompagnements des élèves en situation de handicap présents sur les temps périscolaires, des accompagnants, sinon ce n'a pas de sens, des accompagnants des élèves en situation de handicap présents sur les temps périscolaires. Cette nouvelle charge financière pour les communes intervient sans aucune compensation de la part de l'État. La ville de Chambéry a pris toute la mesure de cette jurisprudence administrative en mettant en place à cette occasion un nouveau service destiné à améliorer le quotidien des familles chambériennes concernées par l'accueil d'un enfant porteur de handicap sur les temps périscolaires. 3 principales modalités opérationnelles ont été définies. La première est de trouver le bon niveau d'accompagnement pour chaque enfant. Nous sommes conscients du besoin d'accueil individualisé, mais mutualisé avec ou sans renfort de moyens humains en fonction des notifications MDPH et de l'analyse des équipes de terrain. Pour bien proportionner l'encadrement adapté aux besoins de l'enfant, un recensement des AESH travaillant sur le temps scolaire a été réalisé pour favoriser la continuité sur les différents temps de la journée, le scolaire et le périscolaire. Beaucoup de situations ont déjà été solutionnées, en lien avec les professionnels, les directeurs d'école, bien évidemment, les enseignants, les AESH elles-mêmes et nos coordonnateurs du périscolaire, dès les premiers jours de la rentrée, et s'ensuit depuis de la résolution de nouveaux cas. Chaque situation fait l'objet d'un suivi permettant de confirmer si l'encadrement proposé correspond aux besoins de l'enfant. Le deuxième axe de travail est bien évidemment de recruter les agents AESH et des animateurs formés à l'accueil des enfants porteurs de handicap. Pour autant, la ville a lancé effectivement dès leur rentrée une campagne de recrutement qui doit permettre d'allouer de nouveaux moyens et de déployer ce service auprès des familles chambériennes. Les différentes campagnes de recrutement d'animateurs périscolaires menées depuis le mois de juin attestent d'une difficulté, ici comme ailleurs, à trouver le personnel. Ce problème est partagé par d'autres communes et d'autres villes en France. Les animateurs
recrutés ayant des expériences ou compétences dans le domaine de l'accompagnement des enfants porteurs de handicap ont été affectés en priorité, là où des besoins spécifiques ont été identifiés. Le troisième axe de travail, fédérer les équipes autour d'un projet d'accueil ou l'inclusion et intégrer et les agents formés. Les temps d'activité périscolaire, encadrés par des acteurs non spécialistes du handicap, feront l'objet d'actions de sensibilisation et de formation. Il s'agira d'accompagner la montée en compétences des équipes, de sensibiliser les animateurs et le personnel des écoles, en particulier ATSEM, les agents de restauration et d'entretien, afin de prendre en considération les situations les plus diverses et la bonne acculturation des équipes à la prise en charge des situations de handicap. Et Madame l'adjointe pour cette réponse très complète à Monsieur Payet, et je vais donc laisser la parole à Monsieur Casarotto qui va s'exprimer au nom de Madame Griot, qui est une chambérienne souhaitant poser une question sur les conséquences du développement du moustique tigre à Chambéry, mais en son absence, c'est donc le représentant de notre service qui va le faire. Alors effectivement, une question donc de Madame Griot. Donc, pouvez-vous lutter davantage contre les moustiques tigres? C'est infernal, nous nous faisons piquer tous les soirs à de nombreuses reprises, malgré les spirales anti-moustiques et autres produits. J'ai vu que la question avait déjà été posée au conseil municipal du 11 juillet, mais le problème n'est pas réglé. Nous avons encore beaucoup souffert cet été des moustiques tigres, et cela dure depuis plusieurs années maintenant. J'avais contacté l'EID il y a 3 ans, une personne s'est déplacée et m'avait entre autres dit qu'une de mes voisines a un récupérateur d'eau à ciel ouvert. Il s'agit d'une dame très âgée qui ne sort pas et qui n'ouvre pas quand on sonne. La mairie peut-elle faire une campagne de communication pour inciter les citoyens à ne pas laisser traîner d'eau chez eux? Par ailleurs, j'ai entendu que certaines communes utilisent les mésanges bleus qui sont des prédateurs de moustiques. Voici un lien, donc elle nous communique un lien de la commune de Cessinay, parisais.fr. Pourriez-vous s'il vous plaît faire pareil ou trouver d'autres solutions? Merci pour votre attention. Merci. Christelle Favetta-Sieyès, adjointe notamment en charge des sujets de santé, va répondre à Madame Griot. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Chambéry est engagé depuis de nombreuses années dans la lutte antivectorielle, la lutte contre les maladies bactériennes, virales ou de parasitose. Depuis bien avant la présence du moustique tigre dans la région, la ville de Chambéry est adhérente de l'EID, qui est l'entente interdépartementale de démoustication. L'EID est un établissement public chargé de la lutte contre les moustiques et de la gestion de zones humides. Par son adhésion, la ville finance ainsi des actions de démoustication sur son territoire. Cette participation financière permet que tout habitant victime de nuisances liées à la présence de moustiques puisse bénéficier d'une intervention des techniciens de cet organisme. Il procède alors à un diagnostic dans et autour du domicile afin de rechercher des gîtes larvaires et de les supprimer. Par ailleurs, nous vous informons que le site simplifie.fr vous permet de signaler aux services municipaux d'éventuelles présences de larves sur l'espace public. Un onglet dédié au signalement de la présence d'animaux et d'insectes a été rajouté récemment sur ce site. L'arrivée du moustique tigre est une problématique que nous n'ignorons pas pour chacun d'entre nous au quotidien. Qui ne s'est pas effectivement fait régulièrement piquer et regrette de ne pas pouvoir profiter des espaces extérieurs à la belle saison. La ville de Chambéry est consciente des nuisances que cela génère. De nouvelles techniques de lutte sont en cours d'expérimentation dans différentes communes. Par exemple, comme vous l'avez cité, madame, certaines essayent de favoriser la présence des prédateurs du moustique, comme la mésange bleue, d'autres installent des pièges pour les femelles pondeuses. Mais nous en sommes à la version expérimentale de ces pratiques et on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir juger de l'efficacité de ces mesures. La ville de Chambéry opère donc une veille régulière et se tient informée des résultats obtenus par ces nouvelles techniques. Néanmoins, la solution la plus efficace reste d'empêcher la prolifération de l'espèce et donc d'agir pour limiter au maximum les conditions favorables aux gîtes larvaires. L'EID et la ville de Chambéry, à travers sa direction santé publique, habitat et handicap, travaillent à une communication permanente et à une sensibilisation régulière des habitants sur le sujet, afin que chacun d'entre nous adopte les bons gestes, à savoir faire en sorte de ne pas laisser des fonds d'eau stagnantes. Il faut donc couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de l'eau pour limiter ces lieux de ponte et de repos.
En 2022, un message de sensibilisation a donc été fait en ce sens à l'ensemble des Chambériens et des Chambériennes via le magazine municipal et une communication régulière est prévue sur ce sujet. Merci pour votre réponse sur un sujet effectivement très piquant, si je puis dire, à Chambéry, avec beaucoup de conséquences. Et comme je vois M. Payet qui s'en va, et c'est normal, il a posé sa question, il a une réponse. Je voulais simplement lui préciser que sur cette question des AESH, nous sommes en relation avec un sénateur de Savoie, M. Vial, pour qu'il puisse porter aussi au niveau national nos interrogations sur une solidarité qui pourrait s'exprimer au niveau de l'État, pour ne pas laisser tout seul les collectivités communales en première ligne. Voilà, donc c'était un complément que je voulais apporter à la réponse que vous a faite Lydie Mathéo il y a quelques instants. Vous vous êtes libéré, évidemment. Alors, nous avons notre séance du conseil municipal à 18h30 pour respecter le timing et notamment ne pas donner le sentiment à nos collègues du conseil qui arriveront dans quelques minutes qu'ils sont en retard. Je vous propose de suspendre 5 minutes. Il est 23 pour nous permettre de reprendre les travaux à l'heure dite à 18h30, y compris du coup pour la diffusion. Merci. Bien, je vous propose de rejoindre vos places respectives pour que nous soyons parfaitement dans les temps. Il est 18h29, il reste 1 minute. Ça permettra de commencer à l'heure et de finir avant l'extinction des feux. On espère tous, mais on peut compter sur de l'animation qui nous fait... Ah, vous avez pris votre lampe de poche. Parfait. Ça me rassure. Je veux bien. Merci. Bien, avant de commencer, je vais donc faire l'appel des présents pour être sûr que le quorum, évidemment, soit bien atteint. Il y a un peu de résonance, hein, j'en suis désolé, mais je pense que les techniciens vont résoudre cela. Aurélie Lemeur, Martin Noblecourt, Christelle Favetta-Sieyès, Jimmy Baba, Claire Plateau, Jean-Pierre Cassaza, Raphaël Mauric, Jean-François Bécu, Sophie Bourgade, Alain Caraco, Isabelle Duneau, Gaëtan Pochet, Lydie Mathéo, Claudine Bonilla, Florence Bourgeois, Julie Rambaud, Benjamin Louis, Marielle Thievna, Farid Rezak, absent, Marie Bénévis, Daniel Boucher, Marianne Bourroux, Salim Bouziane, Pierre Brun, Michel Camos, Jean-Benoît Serino, Sabrina Fatma-Erinck, Mathieu Le Gagneux, Dominique Loctin, Micheline Mierdalmet, Françoise Rare, Sarah Rotelli, Jean Ruez, Philippe Villermet absent a donné pouvoir à Benjamin Louis, Aloïs Chassot, Nathalie Colin-Coqui, Monsieur Perroton absent a donné pouvoir à Madame Colin-Coqui, Philippe Cordier, Sandrine Garcin absente a donné pouvoir à Monsieur Chassot, Laïla Karoui absente a donné pouvoir à Monsieur Cordier, Sylvie Kosca, Isabelle Rousseau absente a donné pouvoir à Monsieur Sartori, et Madame Turnard absente en ce début de conseil municipal a donné pouvoir à Madame Kosca. Le quorum est atteint. Nous allons pouvoir donc ouvrir notre séance du conseil municipal de ce 17 octobre. Désigner M. Pochet en sa qualité de Benjamin comme secrétaire de séance. Et nous allons pouvoir donc commencer nos travaux avec quelques communications préalables comme nous le faisons traditionnellement, bien que nous ayons eu un conseil municipal finalement il y a relativement peu de temps, il y a un mois, donc avec une actualité entre les deux conseils municipaux
qui a été restreinte, mais néanmoins, je pense que nous pouvons collectivement nous réjouir que 2 manifestations récentes ont eu un très grand succès à Chambéry au cours des 15 derniers jours. Ce sont, pour commencer, les célébrations des 140 ans de présence en Savoie du 13e bataillon de chasseurs alpins, les 7 et 8 octobre, qui ont permis effectivement de rappeler ce lien historique entre les chasseurs alpins et la ville chef-lieu du département de la Savoie, avec un travail qui a été mené pendant plusieurs semaines avec 900 élèves sur ce lien, 900 élèves du bassin chambérien, pas d'ailleurs que la commune de Chambéry, mais la Motte Cervelex Cognien, qui se sont associés notamment à l'animation de ce week-end et qui ont permis à beaucoup de Chambériens de se masser rue de Boigne le samedi matin, notamment pour le défilé des troupes alpines, mais également l'après-midi pour les stands qui avaient été ouverts, animés par des militaires ou d'anciens militaires, dont beaucoup d'ailleurs restent ensuite à Chambéry. La seconde manifestation qui a eu un très beau succès, on s'en réjouit vraiment tous, c'est cette première marche des fiertés qui s'est déroulée ce samedi en centre-ville, qui a rassemblé près de 1000 personnes, et on en salue les organisateurs, en remerciant aussi les services municipaux qui ont travaillé avec eux à la bonne présentation et au succès de ces 2 manifestations. Elles sont, chacun le conçoit, de nature différente, mais elles ont, et c'est une bonne chose, accueilli un large public, toutes les 2 dans les rues de Chambéry, et la ville est heureuse de les avoir soutenues, d'avoir concouru à l'organisation, et montrant que la ville de Chambéry, elle est diverse, elle est ouverte, et que chacun peut y trouver et doit y trouver sa place. La marche des fiertés qui s'est déroulée notamment a été un franc succès, a attiré des visiteurs au-delà des limites communales, et m'a rapporté que des témoignages de jeunes Savoyards pour qui cette manifestation était une première occasion d'assumer aussi leur identité sexuelle dans un cadre sain, inclusif, accueillant. Cela constitue déjà une belle victoire qu'il faut saluer. Hélas, il y a un revers, la face obscure de cette manifestation, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs lieux, dont la maison des associations, ont fait l'objet de tags antisémites, de tags homophobes, en réponse sans doute au succès de la manifestation de la veille. Et je veux redire ici qu'il s'agit d'actes qui ne doivent pas être banalisés. Ce sont des actes qui sont graves, mais aussi stupides, des actes lâches, qui ne peuvent pas être tolérés. Notre détermination à les combattre est totale. La ville, évidemment, a porté plainte parce qu'il y a eu dégradation de patrimoine, mais pas uniquement sur le fond des choses, comme d'ailleurs nous avons adressé un message de témoignage à une formation politique qui, il y a quelques jours, a eu aussi à déplorer des tags antisémites, notamment sur les murs de leur siège. Alors, bien qu'il n'y ait pas de lien totalement direct, on se doit de rappeler qu'il y a 2 ans, le 16 octobre 2020, M. Samuel Paty était assassiné près du collège de Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait l'histoire et la géographie, et qu'il a été victime du terrorisme islamiste. Et pour reprendre une phrase du président de la République qui a été prononcée en hommage à M. Paty à la Sorbonne, je cite, « Il fut tué parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. En France, les libertés de conscience et d'expression ainsi que le principe de laïcité ne sont pas négociables. » Au nom du Conseil municipal et des Chambériens, je veux saluer ce travail inlassable, parfois difficile, des enseignants et leur dire, au-delà de notre reconnaissance, que nous ne pouvons accepter l'idée que leur métier soit une fonction exercée au péril de sa vie. Nous avons, à Chambéry, souhaité que ce principe fondateur de laïcité soit porté par les citoyens, et c'est le sens de la création prochaine d'un conseil de la laïcité qui sera installé, qui rassemblera certes des élus, mais également des experts de la question et des représentants des différents cultes. L'actualité montre que nous en avons plus que jamais besoin.
Je vais laisser la parole à Aurélie Lemeur pour dire un mot sur aussi le sujet d'actualité des ATSEM. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. En introduction de ce conseil municipal, il nous semblait important de pouvoir partager avec vous et auprès des Chambériennes et des Chambériens effectivement la situation que nous connaissons depuis début septembre par la mobilisation des ATSEM pour une meilleure reconnaissance de leur travail, une revalorisation et une reconnaissance de la pénibilité. À Chambéry, le mouvement de grève a eu des impacts importants sur le fonctionnement des accueils périscolaires dans les écoles depuis la rentrée de septembre. Nous constatons ces difficultés suite également à une période de gestion du Covid dans l'ensemble de nos établissements qui a été difficile, qui avait d'ores et déjà entraîné des fermetures et qui, hélas, se poursuit. Nous connaissons les difficultés rencontrées par les parents d'élèves depuis la rentrée et nous le regrettons. Nous les avons conviés à une réunion il y a quelques jours pour leur présenter également la situation. Nous reconnaissons que le métier d'ATSEM est aussi difficile qu'il est essentiel et c'est pourquoi nous nous associons à leurs revendications et c'est le sens des courriers qui ont été adressés aux 2 ministres concernés par le maire de Chambéry pour demander que des décisions nationales soient prises pour une meilleure reconnaissance, revalorisation et une reconnaissance de la pénibilité. Néanmoins, en tant que collectivité et employeur, nous souhaitons également prendre nos responsabilités dans ce travail. C'est pourquoi nous avons engagé il y a quelques jours, après une discussion avec les représentants des organisations syndicales et des représentantes des ATSEM, nous avons engagé il y a quelques jours un diagnostic partagé pour arriver à une nouvelle organisation du travail dès janvier. Nous allons prendre les semaines qui viennent pour analyser, observer, mobiliser les ATSEM pour qu'elles puissent nous faire leur propre retour sur leurs conditions de travail. Nous sommes également accompagnés par un cabinet extérieur qui aura pour rôle d'objectiver cette démarche collective menée essentiellement par notre service de santé au travail. Nous ouvrons mercredi matin un temps collectif avec nos agentes pour leur présenter cette démarche et enclencher dans les meilleurs délais cette démarche. Enfin, suite à l'ouverture de nouvelles classes en septembre en maternelle, qui n'avaient été ni anticipées par l'Éducation nationale ni par nos services, nous avons décidé de renforcer les équipes d'ATSEM pour maintenir un taux d'encadrement adapté et conforme à nos engagements de campagne que nous avions d'ores et déjà mis en pratique quelques semaines après notre arrivée. Et face à l'augmentation inédite de ce nombre d'écoles maternelles, car c'est la première fois que nous y sommes confrontés, nous avons donc ouvert 1,5 ETP d'ATSEM supplémentaires. Les recrutements ont été diffusés et pour répondre dans les meilleurs délais aux tensions dans l'école Simone Veil en particulier, le poste est pourvu de façon temporaire pour apporter un renfort nécessaire aux équipes que nous avons rencontrées, avec lesquelles nous avons discuté. Donc, nous souhaitons que l'ensemble de ces mesures puissent apporter une nette amélioration aux conditions de travail, permettre aux équipes d'ouvrir les temps périscolaires et ainsi à la collectivité de pouvoir délivrer un service public attendu, bien entendu, par les enfants et leurs parents. Pour ce point d'actualité qui était effectivement nécessaire et les solutions qui ont été trouvées. Je ne voulais pas passer sous silence le fait que nous sommes le 17 octobre et que nous nous réunissons en conseil municipal le jour de la journée mondiale du refus de la misère, qui a été créée en 1987 à l'initiative du père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart-Monde. Et à un moment où parfois nous avons des débats sur la fin du monde ou la fin du mois, pour certains c'est la fin de la journée qui compte ou de la semaine. Donc j'ai proposé que nous ayons une petite communication sur ce sujet de la solidarité.
Merci, Monsieur le maire. En associant à mes propos les collègues élus, l'ensemble des collègues élus du CCS, l'adjointe en charge de la jeunesse et l'adjoint en charge du logement, puisqu'on est sur évidemment des sujets très transversaux. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, cette journée a été créée à l'initiative d'ATD Quart Monde, et c'est en 1992 que l'ONU a décidé que cette journée serait une journée mondiale du refus de la misère. Alors à Chambéry, ça s'illustre dans plusieurs services. Alors évidemment, notamment au travers des actions du CCS, qui est le bras armé de la ville pour l'action sociale, sur plusieurs niveaux. Au niveau du pôle social et à destination des plus précaires, nous assurons bien évidemment, et c'est une obligation, la domiciliation administrative des personnes qui sont sans domicile fixe. Nous délivrons un certain nombre d'aides financières qui sont facultatives sous forme de bons alimentaires ou de paiement de factures. C'est la commission permanente qui en délibère. Il y a un fonds d'aide spécifique pour le public sans domicile fixe que nous versons à la SASSON, qui est un précieux partenaire et qui s'occupe d'accompagner dans les démarches les plus essentielles du quotidien ces personnes précaires. Il y a un travail partenarial qui s'exerce avec un travail partenarial avec les services de l'État, dont c'est la prérogative, avec les points de distribution alimentaire. Le CCS de la ville de Chambéry intervient par des prêts de véhicules notamment, et puis l'année dernière, pour l'illustrer, nous avons accompagné cette association d'étudiants qui s'appelle Études et Brouilles, où nous avons pu les domicilier dans un local qui appartient à la ville et faire en sorte que cette association puisse se structurer, perdure et assure une distribution d'aide alimentaire sécurisée. Il y a évidemment un accompagnement social des publics sur l'espace de solidarité. Dans l'ensemble des établissements que nous gérons, nous sommes habilités à 100% des places à l'APL et à l'aide sociale, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements sociaux et médico-sociaux, bien sûr. Il y a un règlement de fonctionnement en particulier en résidence sociale, dans les pensions de famille, qui est axé sur la vigilance portée sur l'accès aux droits des résidents. Il y a une aide à l'installation des jeunes femmes ou des jeunes couples qui sont accueillis au sein de l'établissement Chrysalide, qui est une structure d'hébergement temporaire, avec un accompagnement axé sur la parentalité. Et puis évidemment des actions régulières en faveur de la lutte contre l'isolement par l'organisation de visites à domicile en résidence autonomie et de projets tels que l'accès aux soins et à la vie sociale. Il y a évidemment aussi le projet du bon accueil qui est en cours, et puis une lutte permanente contre l'habitat indigne qui se fait en collaboration avec le service logement et sous tutelle du service santé hygiène de la ville. En termes global, nous avons aussi une convention avec Régie Coup de pouce sur l'action Un toit deux générations au sein de nos 2 résidences autonomes. Un projet de convention avec les Petits Frères des Pauvres pour formaliser les accompagnements que leurs bénévoles réalisent auprès des personnes précaires les plus isolées et prochainement aussi à domicile. Il y a tout un travail qui est fait autour de l'inclusion numérique avec 3 conseillers numériques qui apportent leur contribution pour aider les populations défavorisées et les plus éloignées du numérique. Il y a évidemment un soutien à l'animation de la vie sociale avec la reprise de l'atelier Santé-Ville sur les Hauts-de-Chambéry. En tout et pour tout, c'est 163 000 € de budget pour 2022 pour les actions politiques de la ville et 190 000 € pour la cohésion sociale et la santé. De manière plus générale, il y a une tarification sociale et une gratuité qui est appliquée pour certaines activités culturelles et sportives. La ville accueille aussi en son sein des travaux d'intérêt généraux. Nous assurons des secours d'urgence pour le personnel, des aides sociales aussi apportées aux membres du personnel. Et nous consacrons un budget annuel de 45 000 €, 18 000 pour le CCAS, pour l'octroi d'aides financières aux agents et aux agentes qui le nécessitent pour le règlement des charges liées au logement, des fluides, des réparations, des frais de santé non remboursés, etc., etc. Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais vous épargner un inventaire à l'après-vert. Peut-être que, en conclusion, vous dire que la ville lance son analyse des besoins sociaux, qui permettra, alors c'est une obligation qui nous est faite une fois par mandat. La dernière analyse des besoins sociaux date de 2017. Nous venons d'engager ce travail cette année pour avoir une photographie de la vie sociale et des besoins à Chambéry sur tous les sujets
qui nous incombent, de la petite enfance, la jeunesse, le sport, les solidarités, le logement, enfin, c'est assez exhaustif. Il y a un questionnaire qui est adressé aux habitants que vous retrouverez en ligne sur le site de la ville, qui a été communiqué à toutes les associations avec lesquelles nous travaillons quotidiennement pour qu'ils puissent eux aussi le diffuser auprès de leurs adhérents ou de leurs bénéficiaires suivant le champ dans lequel ils interviennent. On le diffusera à l'ensemble de l'équipe municipale aussi pour que vous puissiez vous-même le relayer dans vos différents réseaux. On souhaite recueillir le plus de réponses possibles de Chambériens et de Chambériennes. Vous pouvez d'ailleurs vous-même y répondre. Je vous avoue que je l'ai fait. Et dans 3 mois, nous aurons une compilation de l'analyse de toutes ces réponses que nous espérons le plus nombreuses possible afin de faire une photographie de la ville de Chambéry qui soit la plus réelle possible. Merci. Pour cette évocation qui n'est pas un bilan exhaustif, c'est impossible de le faire, de tout ce qui est engagé à l'égard effectivement des plus précaires sur le territoire chambérien, mais je pensais qu'à l'occasion effectivement de ce 30e anniversaire de la reconnaissance officielle par les Nations Unies de la journée contre la misère, nous devions de rappeler ce qui est fait inlassablement en les remerciant par des associations qui n'ont pas ce caractère officiel de service qui peut parfois effrayer, qu'elles font un travail dans la dentelle à l'égard des femmes et des hommes qui n'ont pas les moyens de subvenir par elles-mêmes. Par tout temps, 365 jours par an dans Chambéry, et c'est aussi une façon de leur rendre hommage, y compris celles qui vont d'ailleurs travailler là ce soir pendant que nous sommes en conseil municipal. Mais elles le font avant minuit, avant l'extinction des feux, donc elles ne sont pas gênées par cette initiative dont va vous dire un petit mot Jimmy Baba. Merci Monsieur le maire, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Alors effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion de se coucher un peu tard ou qui ont eu l'occasion de le faire là, ces 3 dernières nuits, vous avez pu vous rendre compte que l'obscurité était apparue à partir de minuit, puisqu'effectivement on a enclenché, on va dire samedi matin, très tôt, donc à minuit, une démarche d'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public sur la ville de Chambéry, dans le cadre d'une journée qui s'appelle le Jour de la Nuit, qui est menée en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, et notamment, je tiens à les citer, les parcs naturels régionaux qui nous environnent. Cette démarche d'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public, elle va avoir lieu donc. Alors, le dispositif est assez simple finalement, puisqu'il se résume en 2 lignes. Il s'agit d'une extinction de l'éclairage public, j'insiste, de minuit à 5 heures du matin, tous les jours de la semaine, dans toute la ville, à l'exception de 2 secteurs bien particuliers qui sont le Carré Curial et les rues adjacentes à la prison de Chambéry. Cette démarche, elle a été menée pour un certain nombre de raisons que je vais vous rappeler brièvement là maintenant. Je vais le faire quasiment par ordre chronologique, puisqu'en fait, cette réflexion autour de l'éclairage public, elle nous anime dans la municipalité depuis un petit moment déjà, notamment à travers la question de la biodiversité et de l'impact de la pollution lumineuse sur la préservation et le développement des espèces animales et végétales locales. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette instance. Et je citerai à ce titre simplement le fait que 30% des vertébrés étant des animaux nocturnes, il faut qu'on ait une considération toute particulière pour la façon dont ils peuvent se déplacer, nicher, se reproduire pendant la nuit, qui est une part significative de leur vie. La question de la pollution lumineuse, elle touche par ailleurs les êtres humains que nous sommes. Il s'agit de considérations de santé humaine, mais aussi d'inconfort nocturne, puisqu'aujourd'hui c'est démontré scientifiquement qu'il existe un lien fort entre le développement d'un certain nombre de pathologies humaines et le dérèglement de ce qu'on appelle les rythmes circadiens, donc la capacité que l'homme ou la femme ont à récupérer de leur journée et avoir des biorhythmes adaptés à une vie diurne pour l'homme. Il vous aura pas échappé également qu'on est dans un contexte d'appel répété à la sobriété énergétique. Alors, ça tient à plusieurs raisons. Tout d'abord, la menace effective et en cours du réchauffement climatique qui nous appelle à faire des efforts d'atténuation des émissions de nos gaz à effet de serre.
sur la ville, en tout cas en tant que collectivité, mais également des problématiques d'approvisionnement et de tension sur les marchés énergétiques qui supposent que chacun fasse des efforts à niveau individuel et collectif en matière de consommation d'énergie, et donc d'avoir des consommations qui soient intelligentes, c'est-à-dire en faisant correspondre un niveau de consommation à un besoin qui est effectif, qui est réel. C'est le sens premier de la sobriété. Et par l'effacement de l'éclairage public sur la période, sur l'amplitude horaire que je vous ai énoncée, donc de minuit à 5 heures, on a la capacité de réduire la consommation électrique de la ville de 16%. Et on a la capacité de réduire la consommation d'énergie de la ville de 5%, c'est-à-dire la moitié de l'objectif qui a été fixé par l'État aux collectivités locales sur 2 ans. Donc, je vous laisse mesurer l'intérêt de la démarche par cette démarche d'effacement. Et puis, je dirais corollairement que cette opération, elle a aussi un intérêt qui est celui de rationaliser les dépenses, notamment énergétiques, auxquelles la collectivité fait face. Et je rajouterais également de diminuer ce qu'on peut appeler l'insécurité budgétaire de la consommation énergétique, puisque chacun connaît les enjeux de variabilité du prix de l'énergie et à quel point cela peut affecter le budget d'une collectivité comme la ville de Chambéry. Enfin, je terminerai en évoquant la vertu d'essaimage que peut avoir cette démarche auprès de collectivités qui nous environnent et qui verront, je pense, d'un bon œil le fait qu'une ville de la configuration et de la taille de Chambéry entreprenne ce type de démarche. Avant de conclure, je tiens à insister sur le caractère expérimental de la démarche. Expérimentation, ça veut dire mettre en place une série de critères d'évaluation qui seront appréciés au fil des mois pour pouvoir adapter ou pas le dispositif. Cette démarche d'évaluation, elle va être conduite en associant le plus possible les usagers du territoire, et en premier lieu les habitantes et les habitants de la ville, à travers la plateforme participons.chambéry.fr, où seront recueillis les retours et les ressentis de chacun des acteurs de la ville. L'éclairage public, c'est un sujet qui est assez sensible, c'est visible, ça impacte toutes et tous au plus haut point. C'est pour ça que c'est une démarche qui va intéresser l'essentiel de la population, et ça suppose du coup qu'on ait une communication adéquate, mais aussi qu'on puisse valoriser les apports et les bienfaits que j'ai cités précédemment de cette démarche auprès du grand public. C'est pour ça qu'on va mettre en œuvre une communication adéquate en mobilisant tous les vecteurs de sensibilisation dont dispose la ville pour renseigner sur la démarche et ses bienfaits. Mais c'est aussi pour ça qu'on va mettre en place une série d'animations et d'événements organisés en partenariat avec des acteurs associatifs locaux. Pour vous donner un ordre d'idée, on aura des rendez-vous sous lampadaire qui sont des balades nocturnes menées avec des spectrophotomètres qui permettront de mieux comprendre comment éclairer moins, mais mieux quand l'éclairage est encore actif. On aura différentes soirées intitulées « Imaginons la nuit » pour mieux appréhender les temps de la nuit et on va dire essayer de rassurer par rapport aux appréhensions qu'il peut y avoir quant aux craintes liées à l'obscurité, et des événements également d'observation du ciel étoilé, puisque c'est aussi un des grands bienfaits de cette opération, capacité à redécouvrir les étoiles et reprendre conscience de ce qu'on est dans cet univers. Voilà, je voulais remercier les services qui se sont démenés dans un délai assez serré ces dernières semaines pour rendre ce dispositif opérationnel et qui, je le pense en tout cas, nous inscrit clairement dans le sens de l'histoire. Merci, monsieur l'adjoint. On va évoquer quelques dates aussi d'animation qui sont devant nous et je vais passer la parole à Jean-Pierre Cassaza sur l'aspect culturel, où il met beaucoup d'énergie aussi pour redonner du lustre au Scarabée. Oui, effectivement, la semaine dernière, s'est lancée une nouvelle programmation culturelle au sein du Scarabée, avec un spectacle qui s'intitulait « À l'unisson », porté par la compagnie IPTAP Project. Programmation qui va décliner une vingtaine de rendez-vous qui vont mêler à la fois des musiques actuelles, de la musique classique, du théâtre, de la danse, de l'humour, des spectacles jeunes publics, de la chanson française, etc.
Une programmation qui est portée par les services de la ville en partenariat avec un certain nombre d'associations comme l'APEJ, l'Orchestre des Pays de Savoie, la MJC, Posté 33, l'Espace Malraux et d'autres. Le prochain rendez-vous aura lieu dès ce samedi avec l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp qui clôturera la célébration des 40 ans de l'APEJ. Le détail de cette programmation est disponible évidemment sur le site de la ville, mais aussi dans un petit fascicule qui est maintenant distribué et accessible. Donc on ne peut que se réjouir du redémarrage de cette salle sur les hauts de Chambéry. Deuxième événement qui a démarré depuis début octobre, qui sont les 30 ans de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, avec un temps fort sur la quinzaine qui vient, avec une série d'animations. Dès demain, il y aura des visites guidées sur les traces d'Aurelio Galfetti, dont vous savez qu'il est l'architecte qui a conçu cette belle médiathèque Jean-Jacques Rousseau, mais qui a également conçu la Cité des Arts. Donc il y aura une visite qui permettra de faire le lien entre ces deux équipements. Également, samedi prochain, une journée rétro gaming, donc une journée nostalgie. Ce sera le moment de ressortir les vieux jeux vidéo d'il y a 30 ans, les manettes, etc. Ce sera toute la journée de 10h à 18h, avec également le même jour une animation parole en scène qui permettra de revoir Yasmina Crabière, qui a longtemps œuvré au sein de la médiathèque, qui est maintenant en retraite et qui nous proposera une lecture. La semaine prochaine, qui seront les vacances scolaires, il y aura un certain nombre d'animations destinées aux plus jeunes, en particulier un grand goûter d'anniversaire. C'est normal, le mercredi, et puis une journée de clôture danse le samedi 29 octobre avec du théâtre d'improvisation, un bal irlandais et toute une série d'autres propositions. Voilà. Et tout ça est à retrouver dans le programme des 30 ans de la médiathèque. Et j'en profite pour rappeler que sur ce mois d'octobre, l'inscription à la médiathèque et donc au bouquet des bibliothèques est gratuite. Merci pour cette précision qui peut inciter effectivement de nouveaux adhérents. Allez, on finira pour dire un mot sur la fin d'année. Madame Auric. Oui, pour vous annoncer donc les dates du marché de Noël qui se tiendra donc le Place Saint-Léger du 2 décembre au 31, donc avec une prolongation d'une semaine par rapport aux années précédentes, puisqu'on trouvait que ça avait du sens de pouvoir proposer à nos touristes une attractivité au centre-ville. Et puis les illuminations de la ville également, qui s'ouvriront le 26 novembre pour s'arrêter le 3 janvier 2023. Merci. Écoutez, ce tour d'horizon étant fait sur l'actualité récente, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'adopter le compte-rendu du conseil municipal du mois de septembre. Oui, monsieur Cordier. Oui, merci monsieur le maire. Nous nous associons bien entendu, monsieur le maire, à vos propos introductifs portant sur la dénonciation des actes de dégradation à l'encontre des locaux d'un parti politique et des inscriptions antisémites et homophobes sur la maison des associations. Et nous nous associons aussi à l'hommage que vous avez rendu à Samuel Paty en début de séance. Nous serons, pour ce qui nous concerne, des participants actifs au Conseil de la laïcité dont vous avez confirmé la mise en place. Alors, sans transition, comme on dit dans ce genre de circonstances, je voudrais revenir, monsieur le maire, sur un communiqué que la ville a diffusé le 13 octobre dernier, dans lequel elle indiquait qu'elle n'installera pas d'écran géant, ni n'organisera de fan zone à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de football qui se déroulera au Qatar dans un mois. Je dirais fort bien. Nous partageons bien entendu le constat sur l'aberration d'un point de vue climatique que constitue l'organisation de cet événement au Qatar. Dans le même communiqué, vous déplorez que, entre guillemets, l'opinion publique n'a pas eu de prise dans la décision d'organiser cette compétition au Qatar et que, toujours entre guillemets, l'attribution récente
des Jeux asiatiques d'hiver à l'Arabie saoudite nous désole. Fort bien encore, mais tout ça n'est, pardon de le dire un peu directement, qu'une posture un peu tardive et sans conséquences concrètes. Je pense que nous devons passer de la posture à l'action. Cette décision sur l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie saoudite est un scandale, une aberration. Les sportifs la dénoncent, pour n'en citer que quelques-uns, Clément Noël, le récent champion olympique de slalom, Alexis Pinturault, Johan Claret, Quentin Fillon-Maillet, etc. Les fédérations sportives aussi, de même que l'Association des maires des stations de montagne, Domaine skiable de France, entre autres. Cette décision a été prise par le Conseil olympique d'Asie qui regroupe 45 comités olympiques de la région. Il faut donc agir auprès des acteurs du mouvement olympique. Je propose donc que nous, les collectivités territoriales, qui avons à cœur de préserver la montagne et son environnement naturel et de promouvoir l'exercice des sports d'hiver dans le respect de cet environnement, nous prenions l'initiative de demander au CNOSF, c'est-à-dire le Comité national olympique et sportif français, d'intervenir auprès du CIO pour décider que si ce choix de l'Arabie saoudite n'était pas remis en cause, les comités olympiques asiatiques concernés ne seraient pas admis à participer aux JO d'hiver de 2026 à Milan et à Cortina d'Ampezzo. On ne peut plus laisser faire et se contenter de déplorer ou de se désoler. Il est urgent d'agir. Prenons cette initiative à notre modeste niveau, en souhaitant, pardonnez le jeu de mots un peu facile, qu'elle fasse boule de neige, qu'elle fédère et qu'elle permette de contribuer à remettre en cause cette aberrante décision. Monsieur Bécu va vous dire un mot sur l'aspect sportif et puis je pourrais éventuellement compléter. Oui, alors, pour la bonne information, quand même, je voudrais dire qu'il s'agit des Jeux asiatiques d'hiver. Il ne s'agit pas des Jeux d'hiver de façon globale. Alors, moi, je soutiens votre point de vue, hein, et je dirais même que j'attends une avalanche de soutien, effectivement, de mes autres élus, mais sur une décision très politique, hein, qui engage l'ensemble de la collectivité, je vais passer la parole à Monsieur le maire, parce que je sais pas comment donner suite à votre demande, strictement du point de vue du service des sports. Voilà. En complément de ce que vient de nous dire Jean-François Bécu, je veux vous dire ma conviction que la mobilisation des opinions publiques à l'échelle planétaire est un élément qui compte et qui comptera de plus en plus à l'égard de celles et ceux qui ont l'habitude de siéger dans des cénacles qui sont des cénacles entre sachants, entre professionnels et parfois entre personnes ayant des intérêts partagés entre eux pour l'attribution de ces grandes compétitions internationales. Et le fait, me semble-t-il, et vous nous avez, si j'ai bien compris, rejoint sur le fait que la décision de ne pas diffuser les images contribue à interpeller à la fois l'opinion publique, mais également celles et ceux qui décident, car moins il y aura de diffusion, vous le savez, moins les recettes seront conséquentes pour les organisateurs, car c'est énormément sur les droits de télévision à l'échelle internationale que se font aujourd'hui les recettes sur ces manifestations. Et plus il y aura de collectivités locales, plus il y aura de manifestations sous une forme ou une autre, dénonçant les choix de pays qui n'ont rien dans leur patrimoine naturel pour organiser des jeux de cette nature, plus celles et ceux qui décident seront amenés à donner des gages et à être responsables à l'égard de l'opinion publique, car il faudra à un moment s'expliquer. Et l'objet, je pense, de celles et ceux qui ont pris ces décisions sur les communes, c'est aussi de les interpeller directement pour leur dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel prix, y compris à des prix humains,
puisque malheureusement, sur la Coupe du Monde du Qatar, vous le savez, il y a des rapports, y compris parlementaires, qui indiquent qu'il y aurait de l'ordre de 6000 personnes qui ont perdu la vie dans la construction de ces enceintes sportives qui accueilleront les équipes de foot. Alors, sur l'autre volet, nous parlons d'une compétition qui ne concerne absolument pas la France. Ce sont effectivement les Jeux asiatiques d'hiver qui devraient ou qui pourraient se tenir en Arabie Saoudite, moyennant un investissement des équipements et d'un village de l'ordre de 500 milliards d'euros. Ou de dollars, excusez-moi, de dollars. Ce qui ne change pas fondamentalement les choses. Voilà, donc il y aura pas de sportifs français sur ces manifestations et on peut se réjouir que les prochains Jeux olympiques d'hiver se tiendront en Italie, dans le nord du pays, là où il y aura probablement une neige suffisamment abondante, en tout cas on peut l'espérer, et des équipements déjà existants, donc il n'y a pas cette incongruité de faire nulle part un événement qui ne correspond à aucune réalité. Mais le vœu que... Enfin, pardon, excusez-moi, c'est pas un vœu, mais le communiqué de presse que la ville a fait, je l'enverrai au président du Comité national olympique et sportif français pour lui dire qu'au-delà de cet exemple de la Coupe du Monde et de ce qui peut se passer sur les Jeux olympiques asiatiques, valent pour toute manifestation dans laquelle le CNOS a son mot à dire et surtout son vote à faire, puisqu'il a capacité à influencer à travers le vote qu'il fait sur le choix d'un certain nombre de manifestations internationales. Je retiens en tout état de cause que nous sommes en phase, je pense, j'en suis même sûr, sur votre analyse. Et je voulais aussi vous dire que j'apprécie que sur la première partie de ce qui a été indiqué vis-à-vis de l'actualité chambérienne, vous êtes également en phase, ce qui donne beaucoup plus de poids à la parole politique dès lors qu'elle est largement partagée, comme nous l'avons fait ce soir en ce début de conseil municipal. Si vous... Oui, monsieur le conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Juste une petite précision. Mon propos était effectivement de pas se contenter de la dénonciation ou de l'incantation, mais essayer d'agir. Et il me semble que les Français, même si par définition on n'est pas concerné par la compétition, nous sommes tous, et s'ils en jugent toutes les réactions qu'il y a déjà eu en France et ailleurs, en dehors d'Asie, sur cette organisation de manifestation, ont bien entendu leur voix à faire entendre, s'agissant d'un sujet qui concerne l'ensemble de la planète. Je rejoins sur le fond et je ferai une démarche officielle comme maire à la suite de cet échange en conseil municipal pour indiquer qu'il y avait un consensus pour que les organisations qui ont capacité à décider, y compris les organisations françaises, doivent le faire au regard de critères de prise en compte environnementaux notamment, qui malheureusement ont souvent été passés sous silence et ont fait la place plutôt à des arguments essentiellement financiers, on va dire ça comme ceci. Cet échange, oui, monsieur le conseiller municipal. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi simplement de revenir sur l'intervention de monsieur Bahaba par rapport à l'extinction nocturne des candélabres. Je suis assez favorable, mais il faudra juger par rapport à l'insécurité que provoque cette extinction. Je me mets à la place des jeunes qui rentrent chez eux à pied. Ils vont traverser la ville et il faudra voir... On verra sur le long terme. Cette semaine, vous étiez sur France Bleu un matin. Je vous ai écouté un peu. Vous avez dit qu'il y avait une économie de 100 000 euros qui était réalisée. À l'époque, on avait fait une simulation, nous aussi, mais on était largement loin des 100 000 euros. On était bien plus bas. Moi, je veux bien qu'il y ait eu une augmentation sur les prix de l'électricité, mais
On n'était pas à 100 000 euros, on était bien plus bas. Vous avez dit aussi que nous avons remplacé les ampoules par des LED. Non, c'était la municipalité précédente qui l'avait faite. Ensuite, Monsieur Bahaba, vous avez parlé de pollution, de sobriété énergétique, de consommation intelligente, de réduction de consommation d'énergie et de rationalisation énergétique. On peut être que d'accord avec vos propos. Mais vous avez oublié un facteur, c'est la pollution sonore. Et j'ai été interpellé par des riverains de la rue Paul Bert, où il y a les bâtiments du CCAS et des RH, des ressources humaines, où il y a une climatisation qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc la pollution sonore, elle existe, ils sont dérangés toute la nuit, et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a simplement à mettre une horloge pour que la climatisation s'arrête le soir, le week-end. Et donc, vous parlez de sobriété énergétique. Si on pouvait faire le tour de toutes ces climatisations de la ville, je suis sûr qu'il y a une grosse économie à faire là. Alors, je vais donner la parole à Jimmy Baba, mais comme vous avez fait référence à une interview sur France Bleu Pays de Savoie, vous avez dit « je vous ai écouté un peu ». Oui, c'était un peu, puisque vous faites référence à 100 000 euros que j'aurais indiqué d'économie. En fait, c'est 200 000 euros. Je suis sûr d'avoir dit 200 000 euros. C'est l'estimation qui a été faite par nos services au regard de la consommation, de l'évolution du coût de l'électricité, qui a augmenté considérablement au cours des dernières années. J'ai indiqué que la ville de Chambéry a effectivement fait des investissements sur le réseau d'éclairage. Pour être plus précis, sur les 10 100 points lumineux de la ville de Chambéry, 40% sont en LED. C'est un investissement constant depuis plusieurs années. Et je n'ai pas pu détailler sur un certain nombre de sondes que nous allons mettre en place, 250 sondes dans les bâtiments pour réguler d'une façon plus précise le chauffage. Je n'ai pas fait référence non plus à des mesures que nous allons prendre sur la régulation en termes de degrés du chauffage dans les bâtiments, dans les gymnases, dans les écoles, parce que ça va être des choses précises et différentes d'ailleurs d'un bâtiment à l'autre compte tenu de l'activité qui s'y passe. Mais si Jimmy Baba veut apporter sur l'aspect énergétique, et on s'en tient là parce qu'on aura un autre débat au-delà de l'électricité dans les semaines qui viennent, puisque le plan qui a été indiqué, c'est le premier volant, électricité. Il y en aura un autre sur les questions de chauffage, et j'ai le sentiment d'ailleurs que rue Paul Bert, tout le monde n'est pas traité à la même enseigne, puisqu'il y a des bâtiments des bureaux qui font absolument pas l'objet de clim, d'autres si visiblement. Je ne sais pas si on connaît suffisamment le patrimoine. Jimmy Baba. Si vous permettez, Madame Le Meur, puisque vous êtes dans les bureaux des ressources humaines, vous devez le constater. Il y a une climatisation à ma gauche, si je puis dire, et pas de climatisation à ma droite, c'est-à-dire le CCS, visiblement. Voilà. Donc tout le bâtiment n'est pas climatisé. Monsieur Baba, c'est quelques éléments. Alors moi je vais revenir sur le sujet de l'éclairage public. Sur la question du coût, ça a été évoqué par Monsieur le maire. Je vais revenir sur une notion un peu triviale, c'est que le coût budgétaire de l'énergie, c'est la multiplication d'une consommation de kilowattheure par un prix unitaire du kilowattheure qui par définition est variable, et on connaît ces derniers temps, enfin depuis maintenant un peu plus d'un an, ça date pas de la guerre en Ukraine, une envolée des prix de l'électricité qui fait que dans la situation actuelle, avec la conjoncture internationale, mais également les difficultés que connaît le secteur énergétique français, on a un potentiel d'économie d'énergie qui est significatif, mais qui est évolutif dans le temps. C'est pour ça que parler d'une économie en tant que telle n'a pas de sens de manière statique. Peut-être, par contre, rappeler que finalement, en éteignant l'éclairage public de minuit à 5 heures, on efface 40% de la consommation énergétique sur un budget qui équivaut à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc finalement, l'estimation qui a été évoquée par le maire, elle n'est pas complètement dénuée de fondement. Et je rajouterais que ce calcul sera d'autant plus intéressant pour le budget de la ville que le coût du kilowattheure restera à un niveau relativement élevé. Et en tout cas, pour l'instant, même si je n'ai pas de boule de cristal, il s'agirait
Il s'agit en tout état de cause d'une conjoncture qui serait amenée à durer. Sur la question de l'insécurité, on partage à peu près exactement les mêmes enjeux, en tout cas la même attention à porter au sujet. Moi, je distinguerais deux choses. La question de l'insécurité qui est liée à l'accidentologie qu'on peut constater sur l'espace public et l'insécurité qui est plutôt liée à des faits de délinquance criminelle ou d'incivilité qu'on pourrait constater. Sur ce dernier point, on n'y va pas, passez-moi l'expression, à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur des retours d'expérience qui ont été constatés dans un certain nombre de collectivités qui ont mené ce type de démarche. On se procurait récemment un sondage mené auprès d'une cinquantaine de communes, je crois que c'était dans le sud-ouest de la France, mais autour de Toulouse, donc j'étais pas loin, dans le sud-ouest. On a 97% des communes en question qui mélangent des petites, moyennes et grandes communes qui affirmaient à l'issue de ces démarches n'avoir constaté aucun problème de sécurité depuis que la mesure d'extinction de l'éclairage public est en place. Et puis on s'est aussi appuyé sur des remontées de statistiques qui sont produites par les instances policières et judiciaires avec un chiffre assez intéressant, plutôt rassurant, c'est le fait que 99% des délits et des crimes qui sont commis sur la voie publique le sont dans des rues qui sont parfaitement éclairées. Et que je crois que c'est plus de 80%, notamment des cambriolages, se font de jour. Donc en fait, finalement, quand on parle de lien à l'insécurité, on a souvent tendance à confondre sécurité en tant que telle et sentiment d'insécurité. Alors, dire sentiment d'insécurité, c'est pas nier le fait qu'il y ait des questionnements. Et très clairement, c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'on a un besoin, une nécessité aussi de travailler sur la question de la sensibilisation et de la médiation, parce que le simple fait de provoquer ce sentiment d'insécurité est un problème qu'il faut qu'on constate, qu'on qualifie, et c'est l'objectif aussi de cette démarche d'évaluation participative du dispositif, et qu'on puisse travailler sur ce sentiment d'insécurité en proposant aux citoyennes et aux citoyens à la fois des événements qui leur permettent de mieux comprendre, mieux connaître, et pourquoi pas peut-être de voir positivement cette démarche qui a quand même beaucoup de raisons, on va dire, de pertinence d'être expérimentée. Merci pour cet échange. Je vous propose que nous puissions désormais adopter notre compte-rendu du Conseil municipal du mois de septembre qui vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non.